Mes parents cupides m'ont dit, nous avons fait transférer l'acte de propriété, vous partez d'ici vendredi. J'ai souri, parce qu'ils n'avaient aucune idée que la maison d'1,5 million de dollars était déjà dans une fiducie blindée, et que mon avocate était en chemin. Je suis Ava, 28 ans. Je mène une vie tranquille dans une petite ville en tant qu'archiviste, une profession qui convient parfaitement à ma personnalité. Mes journées sont consacrées à l'histoire, à préserver les traces délicates de vie vécue il y a longtemps, et mes soirées sont généralement passées avec un livre et une tasse de thé. C'est une existence paisible et ordonnée, et je l'ai toujours chérie. Mais cet ordre a été brisé lorsqu'un dernier cadeau incroyable de mon oncle bien-aimé a révélé la vraie nature de mes parents, s'abattant sur moi, me forçant à construire une forteresse autour de mon héritage et de mon cœur. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. L'appel est arrivé un mardi, un jour si gris et banal que son souvenir est maintenant gravé dans mon esprit, en contraste frappant avec la nouvelle qu'il a délivrée. L'appelante était une femme avec une voix comme de l'acajou polie, douce, professionnelle et sombre. C'était l'avocate de la succession de mon oncle Ben, un nom que je l'avais entendu mentionner mais que je n'avais jamais rencontré. Elle m'a informé avec une douceur rodée que mon oncle était décédé paisiblement dans son sommeil 2 nuits auparavant. Le monde semblait basculer sur son axe. Oncle Ben, le frère aîné de ma mère, avait été plus un père pour moi que le mien. C'est lui qui avait encouragé mon amour de l'histoire, qui m'avait appris à faire des ricochets sur l'océan, et dont le rire tonitruant était la bande sonore de mes plus heureux souvenirs d'enfance. Il était mon roc, mon confident et mon héros. Les larmes ont brouillé ma vision tandis que l'avocate continuait. Les funérailles seraient une petite affaire privée selon ses souhaits. Mais la raison de son appel était le testament. Il m'avait, expliqua-t-elle, laissé quelque chose d'important. Elle m'a demandé si je pouvais venir à son bureau vendredi pour discuter des détails. J'ai accepté, abasourdi. Le reste de la conversation, un bourdonnement insignifiant dans mes oreilles. Le mot important naguère enregistré. Qu'est-ce qui pouvait être plus important que l'homme lui-même qui était maintenant parti? Quand j'ai annoncé à mes parents, Elina et Robert, leur réaction a été étrange. Ma mère, architecte d'intérieur qui valorisait l'esthétique avant tout, a offert quelques phrases brèves de condoléances avant de demander immédiatement, a-t-il mentionné ses finances? Il était toujours si discret. Mon père, conseiller financier qui voyait le monde en feuilles de calcul et marge bénéficiaire, a hoché la tête en signe d'accord. Ben était un homme astucieux. Il a dû se constituer une belle petite somme avec ses cafés au bord de la mer. Il y avait un éclat dans leurs yeux, une curiosité prédatrice qui me faisait frissonner. J'ai marmonné que je ne savais pas, que j'étais juste en deuil et je me suis replié sur moi-même. Vendredi est arrivé et je me suis retrouvé assise dans un fauteuil en cuir en face de mademoiselle Evelyn Reed, l'avocate. Son bureau était impeccable, surplombant le port de la ville, une vue que Ben aurait adorée. C'était une femme d'une quarantaine d'années aux yeux vifs et à l'air d'une compétence inébranlable. Elle m'a tendu un mouchoir avant même de commencer, un petit geste de gentillesse qui m'a presque brisé. Elle a parlé du respect et de l'amour de Ben pour moi, comment il admirait ma force tranquille et mon indépendance. Puis elle a fait glisser un grand dossier sur le bureau. Ben était très clair dans ses instructions, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Il vous a laissé l'intégralité de sa succession résiduelle, Ava. Cela inclut son portefeuille, ses économies et sa résidence principale. Elle a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Il vous a laissé la maison de la plage. Je l'ai regardé fixement. La maison de la plage. Ce n'était pas juste une maison. C'était un sanctuaire, perché sur un promontoire surplombant l'Atlantique. C'était une magnifique structure de cèdre patiné et de verre que Ben avait conçue et aidé à construire lui-même. C'est là qu'il m'avait hébergé pendant des étés entiers, où nous avions eu de longues conversations sur la grande terrasse, et où l'odeur du sel et du pain était incrustée dans chaque mur. C'était l'incarnation physique de l'esprit de mon oncle. Cela n'avait pas de prix pour moi, mais je savais que cela avait un prix très réel, très élevé. L'immobilier dans cette région était astronomique. Mademoiselle Reed l'a confirmé, me donnant une évaluation qui me faisait tourner la tête, 1,5 million de dollars. L'avocate a expliqué les étapes suivantes, le transfert de propriété, le processus d'homologation, les clés. J'étais l'unique héritière. Mes parents n'étaient pas mentionnés dans le testament,
sauf pour une petite somme d'argent fixe laissée à ma mère, sa sœur, ce qui ressemblait plus à une obligation qu'à un cadeau. Ben était très précis à ce sujet, ajouta mademoiselle Reed, une lueur de quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux. Il voulait s'assurer que vous et vous seul seriez la bénéficiaire du travail de sa vie. Ce soir-là, je suis allé à la maison de la plage. Les clés que mademoiselle Reed m'avait données me semblaient lourdes dans la main. En entrant, j'ai été accueilli par le silence familier et réconfortant. Tout était exactement comme Ben l'avait laissé. Un mot croisé à moitié fini sur la table basse. Son fauteuil préféré usé orienté vers la vue sur l'océan. Une photographie de moi à 10 ans, souriante avec une dent de devant manquante sur la cheminée. Une vague de tristesse et de gratitude m'a envahi si puissamment que ma générosité accablante pour l'avenir qu'il m'avait donné. Lorsque j'ai finalement appelé mes parents pour leur donner les détails, le silence à l'autre bout du fil était épais et lourd. Toute la maison, demanda Alina finalement, sa voix tendue, et ces investissements? Oui, dis-je simplement. Eh bien, intervint mon père, son ton faussement joyeux. C'est beaucoup pour une jeune femme à gérer. Une grande responsabilité. Nous devrons venir vous aider à mettre les choses en ordre. Je n'aimais pas cette tonalité. Ce n'était pas une offre. C'était une déclaration. C'était le son de voyant non pas une maison mais une marchandise, non pas un cadeau mais un jackpot. À ce moment-là, assise sur le sol de ma belle nouvelle maison, une graine froide d'effroi fut plantée dans mon cœur. La maison était un dernier cadeau de la mère, de mon merveilleux oncle. Mais je commençais à réaliser qu'elle était accompagnée d'une tempête. Et cette tempête, c'étaient mes propres parents. La première semaine fut un tourbillon de logistique. J'ai pris un congé de mon travail aux archives et j'ai commencé le lent et douloureux processus de tri des affaires de mon oncle. Chaque objet contenait un souvenir. Chaque livre une histoire qu'il avait partagée. C'était émotionnellement épuisant, mais c'était aussi une façon de lui dire adieu. J'ai décidé d'emménager immédiatement dans la maison. Cela me semblait juste. Mon petit appartement en ville me paraissait soudainement confiné et gris comparé au vaste ciel ouvert et à la mer que la maison de la plage offrait. C'était ma maison maintenant. Mes parents, fidèles à leur parole, annoncèrent qu'ils venaient l'aider. Ils arrivèrent le samedi suivant dans la berline polie de mon père, armés de sacs de nuit et d'une pile de magazines d'architecture d'intérieur de ma mère. L'effroi que j'avais ressenti au téléphone s'intensifia en une anxiété sourde et lancinante. « Oh, chérie, cet endroit a un tel potentiel » déclara Elina, entrant dans le salon et passant un œil critique sur les meubles confortables et légèrement usés de Ben. « Mais c'est tellement démodé. Nous devrons ouvrir ce mur. Mettre des pièces modernes ici. Une palette de couleurs plus claires ferait des merveilles. » Elle parlait comme si elle était une consultante et moi une cliente, non pas comme si elle était dans la maison de son défunt frère, une maison qui était maintenant la mienne. Mon père Robert n'était pas mieux. Il a arpenté la propriété d'un œil exercé, non pas en admirant la vue, mais en évaluant la valeur. Bonne stabilité du promontoire, a-t-il noté, tapotant la balustrade de la terrasse. Le zonage ici est restrictif, ce qui est excellent pour la valeur de revente. Avez-vous déjà fait faire une évaluation indépendante, Ava? L'évaluation de la succession pourrait être faible à des fins fiscales. Chaque mot était un petit coup, une subtile sape de ma propriété. Ils n'étaient pas là pour m'aider à m'installer. Ils étaient là pour revendiquer. Au cours des 2 jours suivants, leur aide est devenue une véritable invasion. Ma mère a commencé à déplacer les meubles, créant de petites piles d'objets qu'elle jugeait de mauvais goût ou encombrants. Cela incluait un canard de chasse sculpté à la main que Ben avait chéri et une collection de vieux vers de mer que nous avions ramassés ensemble. Je les ai discrètement remis à leur place quand elles ne regardaient pas, mon cœur souffrant d'un mélange de chagrin et de colère. Mon père n'arrêtait pas d'essayer de me faire asseoir pour une séance de planification financière. Il apportait des tableaux et des imprimés sur l'impôt sur les plus-values, les coûts de gestion immobilière et les stratégies d'investissement. Le coup le plus intelligent ici, Ava, serait de liquider, disait-il, sa voix douce et confiante. Vendre la maison, investir le produit dans un portefeuille diversifié sous ma gestion. Vous seriez à l'abri pour la vie. Vous n'auriez à vous soucier de rien. Je ne vends pas, dis-je fermement. Pour ce qui me semblait la 10e fois, oncle Ben voulait que je vive ici. C'est ma maison. Il soupira, une démonstration théâtrale de déception paternelle. Tu es émotionnelle, ma chérie.
C'est un actif financier, un actif énorme. Tu ne peux pas y penser comme si c'était ta maison de poupée d'enfance. La condescendance était suffocante. Il me traitait comme une enfant qui avait trouvé un billet de loterie gagnant et était trop stupide pour savoir quoi en faire. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais ni partager un bon souvenir de Ben. Leur objectif était entièrement la maison, l'argent et comment ils pouvaient y mettre la main. Plus j'affirmais mes décisions, plus il augmentait la pression. Le point de rupture est survenu dimanche soir. J'étais dans la cuisine en train de faire du thé quand ma mère est entrée, tenant une brochure pour un développement de condos de luxe au centre-ville. Je pensais juste, a-t-elle commencé, son ton léger et aérien. Cette maison est si grande pour une seule personne. Tu serais tellement plus à l'aise dans un endroit comme celui-ci, toutes les commodités, aucun entretien. Nous pourrions vendre cet endroit, t'acheter un magnifique condo, et il resterait beaucoup pour ton père et moi aussi, tu sais. Gérer pour l'avenir. Gérer pour mon avenir, dis-je, ma voix plus froide que je ne l'avais voulu. Un sourire maigre se resserra. Ne sois pas difficile, Ava. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est le mieux pour toi. Ton oncle était un homme charmant, mais il était sentimental. Il ne comprenait pas le fardeau qu'une propriété comme celle-ci peut être. Un fardeau. Il voyait ce cadeau incroyable, ce sanctuaire, comme un fardeau. Le poison dans son accueil n'était plus subtil. C'était une chose tangible qui viciait l'air entre nous. Je la regardais, ses cheveux parfaitement coiffés et sa chemise en soie coûteuse, et je vis une étrangère. Je vis une femme dont la cupidité était si profonde qu'elle avait complètement éclipsé tout instinct maternel, tout chagrin pour son propre frère. Le seul fardeau, dis-je, en posant ma tasse avec un bruit, est cette conversation. La maison est à moi. Elle n'est pas à vendre, et elle ne sera gérée par aucun de vous. Cette discussion est terminée. Le masque de la préoccupation tomba de son visage, remplacé par un éclair de pure fureur. C'était un regard que j'avais déjà vu, mais jamais dirigé vers moi avec une telle intensité. C'était le regard d'un prédateur dont la proie refusait d'être acculée. Elle fit demi-tour et quitta la cuisine en trombe. Un instant plus tard, je l'entendis parler à mon père à voix basse et en colère dans l'autre pièce. Ils partirent peu après. Les adieux furent secs et froids tandis que les feux arrière de leur voiture disparaissaient au bout de la longue allée. Une pensée glaciale se solidifia dans mon esprit. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Ils n'avaient pas sondé le terrain. Ils avaient sondé les faiblesses, et ils n'en avaient trouvé aucune, ce qui signifiait que leur prochaine action serait bien plus agressive. L'accueil empoisonné était terminé, et je savais qu'une guerre était sur le point de commencer. Le silence qui s'abattit sur la maison après le départ de mes parents fut un soulagement, mais il était lourd de pressentiments. La paix que j'avais ressentie les premiers jours avait disparu, remplacée par une anxiété constante et lancinante. J'ai commencé à verrouiller les portes de manière obsessive, même lorsque j'étais simplement sur la terrasse. Chaque voiture qui passait sur la lointaine route côtière me faisait sursauter. Il m'avait fait sentir comme une intruse dans ma propre maison. Une semaine s'est écoulée. Ce fut une semaine de calme troublant. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite surprise. Je savais que ce n'était pas un retrait. C'étaient eux qui se regroupaient, planifiant leur prochaine attaque. J'ai essayé de me concentrer sur mes tâches, de trier l'atelier de Ben, d'organiser sa vaste collection de livres. Mais les regards de départ de mes parents étaient imprimés dans mon esprit. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être surveillé, d'attendre que l'autre chaussure tombe. Elle est tombée le mardi suivant. J'étais sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orange et violettes, lorsque leur voiture a tourné dans l'allée. Mon estomac se serra. Ils ne sont pas sortis tout de suite. Ils sont restés assis dans la voiture un instant et j'ai pu voir leur silhouette parler, gesticuler. Quand ils ont finalement émergé, leur visage était figé comme de la pierre. Ils ont monté les marches de la terrasse d'un pas déterminé, comme des personnes en mission hostile. Ma mère, Elina, a pris la parole. Elle avait un sourire narquois sur le visage, un air de triomphe si suffisant que cela me rendait physiquement malade. « Bonjour, Ava. Nous pensions te laisser un peu de temps pour retrouver tes esprits. Mais il semble que tu sois décidé à être difficile. » Il n'y a rien à retrouver mes esprits, dis-je, ma voix ferme malgré les battements frénétiques de mon cœur. J'ai pris ma décision. Mon père, Robert, ajouta,
tu as pris une décision émotionnelle, enfantine. Mais ne t'inquiète pas, nous avons pris des mesures pour y remédier. Nous t'avons protégé de ta propre folie. Je les ai juste regardées, confuses. De quoi parlez-vous? Le sourire narquois d'Elina s'élargit. Elle ressemblait à un chat qui avait non seulement acculé le canari, mais l'avait déjà avalé. Nous avons fait transférer l'acte de propriété à nos noms. Nous avons parlé à un avocat qui comprend ces choses. Ben n'était manifestement pas dans son état normal lorsqu'il t'a tout laissé. Un homme de sa richesse, coupant sa seule sœur. C'est un cas classique d'influence indue. C'était facile à plaider. La maison est légalement à nous maintenant. Le monde a basculé à nouveau, tout comme le jour où j'ai appris la mort de Ben. Mais c'était différent. C'était un tourbillon étourdissant, nauséeux de trahison. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutiai-je, les mots me semblant maladroits et inutiles. Le testament était clair, mademoiselle Reed avait dit, « Oh, votre petite avocate » m'interrompit mon père, agitant une main dédaigneuse. Elle recevra une notification de notre conseil juridique demain. C'est déjà fait. Les documents ont été déposés. Il s'approcha, son ombre tombant sur moi alors que le dernier rayon de soleil disparaissait sous l'horizon. Nous sommes généreux, Ava. Nous n'allons pas te jeter à la rue ce soir. Tu as jusqu'à vendredi pour faire tes affaires et partir. Tu es parti d'ici vendredi. Je regardais son visage froid et impassible, puis le visage jubilant de ma mère. Ils étaient sérieux. Ils avaient agi dans mon dos et, par un mensonge ou une ruse légale que je ne pouvais comprendre, avaient saisi ma maison. La douleur était si vive, si intense, que c'était comme un coup physique. Il ne s'agissait plus de la maison ou de l'argent. Il s'agissait de cela, de la cruauté décontractée, de la conviction absolue qu'ils avaient droit à ce qui était à moi, que mes sentiments, mes souhaits et la dernière demande de mon oncle n'étaient rien de plus que des obstacles mineurs à écraser. Et dans ce moment de profonde douleur, un souvenir de mon oncle refit surface, limpide. Nous étions assis sur cette même terrasse il y a des années. J'étais une adolescente bouleversée par quelque chose que mes parents avaient fait. Une promesse qu'ils avaient rompue. Une limite qu'ils avaient franchie. Ben avait écouté patiemment et avait ensuite dit, « Tes parents t'aiment, Ava, mais leur ambition a une façon de les aveugler. Ils voient ce qu'ils veulent et ils se convainquent qu'ils y ont droit. Quand ils ont ce regard dans les yeux, celui qui dit qu'ils savent mieux, ne discute pas. Ne te bats pas. Reste juste silencieuse. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Et protège-toi. Protège-toi. » Alors que je regardais leur visage triomphant, la voix de Ben résonna dans mon esprit. Ne discute pas. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Quelque chose en moi a changé. La panique a reculé, remplacée par un calme glacial. L'archiviste en moi, la partie qui s'occupe des faits, des preuves et des procédures discrètes, a pris le dessus. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je m'étais déjà protégé. Alors, j'ai fait quelque chose qui les a complètement déstabilisés. J'ai souri. Ce n'était pas un grand sourire, juste un petit, léger relèvement des coins de ma bouche. Je les ai regardés, mon cœur, une pierre gelée dans ma poitrine, et j'ai soutenu leur regard. Leurs propres sourires ont vacillé, une lueur de confusion dans leurs yeux. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications, de la colère. Ils s'attendaient à un combat. Ils ne savaient pas quoi faire de cette conformité tranquille. D'accord, dis-je doucement. Alina cligna des yeux. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire, d'accord? D'accord, répétai-je. Je partirai d'ici vendredi. Il semblait vraiment déconcerté. C'était trop facile. Mon père plissa les yeux, cherchant une ruse sur mon visage. Mais je gardais mon expression placide, sereine, même. Je les avais laissés croire qu'ils avaient gagné. Ils avaient tendu leur piège, et maintenant je les laissais croire que j'y étais tombé. Bien, dit Robert finalement, bien qu'il semblât toujours incertain. C'est une fille intelligente. Nous serons de retour vendredi après-midi avec l'agent et quelques acheteurs potentiels pour une visite. Nous voulons mettre cet endroit sur le marché immédiatement. Ne laissez pas de désordre. Ils se sont retournés et sont partis, jetant des regards confus vers moi. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis, me laissant seul sur la terrasse qui s'obscurcissait. Dès qu'ils furent partis,
mon sourire s'évanouit et le calme se brisa. Une seule larme chaude traça un chemin sur ma joue. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient fait, et ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait. Vendredi arrivait, mais ce ne serait pas une expulsion. Ce serait un règlement de compte. Mon calme devant mes parents était une façade, mais elle était construite sur une fondation de roches solides, une fondation qui avait été posée seulement 3 jours après ma première rencontre avec mademoiselle Evelyn Reed. Ce souvenir était maintenant mon ancre dans cette tempête de trahison. Après cette première rencontre, alors que j'étais assise dans la maison de plage, entourée du souvenir de Ben, ces paroles d'avertissement de mes années d'adolescence ne cessaient de se répéter dans ma tête. Protège ce qui t'appartient de ceux qui s'en sentent le droit. Il n'avait jamais nommé mes parents, mais il n'avait pas eu besoin de le faire. Il les connaissait. Il connaissait sa propre sœur. Il connaissait leur faim insatiable de plus de statut, plus d'argent, plus de contrôle. Il avait vu comment ils me traitaient avec une sorte de possession, comme si j'étais une extension de leurs propres ambitions plutôt que ma propre personne. Me laisser la maison n'était pas seulement un cadeau. C'était un test et une dernière leçon d'autopréservation. Alors le lundi suivant, j'avais appelé mademoiselle Reed. J'ai une préoccupation, avais-je dit, ma voix basse. C'est à propos de mes parents. Ils croient avoir un droit sur cette propriété, et je ne pense pas qu'ils accepteront ma décision de la garder. Il y eut une pause à l'autre bout du fil et j'entendis le léger bruit d'un stylo tapotant sur une voix tombant dans un ton plus confidentiel. Il m'a laissé une lettre séparée à vous communiquer à votre discrétion. Elle décrit ses préoccupations concernant l'historique financier de vos parents et ce qu'il a appelé leur flexibilité morale. Il a suggéré une ligne de conduite spécifique si vous vous sentiez menacé. Une vague d'amour et de chagrin m'a envahi. Même au-delà de la tombe, Ben veillait sur moi. Que suggérait-il, ai-je demandé. Il suggérait que vous placiez immédiatement la propriété dans une fiducie irrévocable, expliqua-t-elle. C'est une entité légale qui posséderait la maison. Vous seriez l'unique fiduciaire et l'unique bénéficiaire. Une fois l'actif dans la fiducie, il est complètement protégé. Il ne peut être vendu, transféré ou mis en gage par personne d'autre que vous, agissant en tant que fiduciaire. Cela vous rend, vous et la maison, légalement à l'épreuve des balles. Elle a ensuite expliqué les détails. Une fiducie irrévocable était, comme son nom l'indique, permanente. Elle ne pouvait pas être facilement annulée. Cela signifierait que légalement, Ava la personne ne posséderait plus la maison. Le fiducie Ava Thompson posséderait la maison. Toute tentative de transfert de l'acte de propriété de mon nom personnel serait nulle et non avenue car l'acte de propriété ne serait plus à mon nom personnel. C'était une défense blindée. Faisons-le, dis-je sans un instant d'hésitation. Le processus fut rapide. Mademoiselle Reed était incroyablement efficace. Elle a rédigé les documents de fiducie et j'ai passé un après-midi à son bureau à signer une montagne de paperasse. Nous avons déposé le nouvel acte de propriété, celui transférant la propriété de Ben Carter à moi, puis immédiatement le deuxième acte de propriété, transférant la propriété d'Ava Thompson à la fiducie Ava Thompson. Tout a été fait légalement, officiellement et enregistré auprès du bureau du greffier du comté dans la semaine suivant mon héritage de la maison. Tout était terminé avant même que mes parents n'aient fait leur première visite d'aide. Maintenant, assise sur la terrasse après qu'ils aient prononcé leur ultimatum, le souvenir de ce jour au bureau de mademoiselle Reed était une source d'immense force. Ils pensaient m'avoir déjoué. Ils pensaient avoir réussi une manœuvre juridique astucieuse, probablement en engageant un avocat prédateur qui était prêt à soutenir que Ben était sénile et que je l'avais en quelque sorte contraint. Ils avaient probablement forgé des documents ou raconté un tas de mensonges à un juge. Mais cela n'avait pas d'importance. Quel que soit l'acte frauduleux qu'ils avaient réussi à acquérir, c'était un morceau de papier sans valeur. Ils avaient transféré un titre de propriété d'une personne qui n'était plus le propriétaire légal. C'était comme essayer de vendre une voiture que l'on avait déjà vendue à quelqu'un d'autre. Mon premier appel fut pour une erreur de lecture. J'expliquai ce qui s'était passé, ma voix tremblant légèrement d'une colère résiduelle. « Ils ont fait quoi » demanda-t-elle, une note d'incrédulité dans sa voix professionnelle. Puis elle se durcit en une colère froide. « Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est une fraude criminelle, une falsification, un transfert frauduleux. La liste est longue. Robert et Alina ont franchi une ligne très dangereuse. Ils m'ont dit que j'avais jusqu'à vendredi pour partir, dis-je. Ils amènent des acheteurs pour une visite.
Mademoiselle Reed resta silencieuse un instant, et j'entendais pratiquement les rouages tourner dans son esprit juridique affûté. Bien, dit-elle finalement, le seul mot teinté d'acier. Qu'ils fassent. Ne leur dites rien. Laissez-les tomber dedans. Pouvez-vous être disponible à la maison vendredi à, disons, 15 heures? Oui, c'est l'heure à laquelle ils ont dit qu'ils seraient là, confirmai-je. Excellent, dit-elle. Je serai là aussi. J'apporterai tous les documents pertinents pour la fiducie. Nous n'allons pas seulement vous défendre, Ava. Nous allons les laisser s'exposer complètement devant des témoins. Faites exactement ce qu'ils disent. Emballez quelques cartons. Faites comme si vous vous prépariez à partir. Plus la chute est dure, moins ils sont susceptibles de vous déranger à nouveau, jamais, jamais. Raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un profond sentiment de clarté. La voie à suivre était claire. Mon oncle m'avait donné la maison, mais il m'avait aussi donné les outils pour la protéger. Mes parents pensaient qu'ils avaient affaire à la fille tranquille et docile qu'ils avaient toujours connue. Ils n'avaient aucune idée que j'étais archiviste. Je traitais de la provenance, des sources primaires, de chaînes de preuves inébranlables. Ils avaient bâti leur dossier sur des mensonges et de l'arrogance. J'avais bâti le mien sur des signatures notariées et des faits juridiques. Leur fondation était du sable. Les miennes étaient du granit. Et vendredi, la marée montait. Les 2 jours suivants furent parmi les plus longs et les plus surréalistes de ma vie. Suivant les conseils de Mademoiselle Reed, j'ai commencé à orchestrer ma reddition. Je suis allé dans un magasin local et j'ai acheté une pile de cartons de déménagement. J'ai commencé à emballer des choses que je savais que je garderais, mais je l'ai fait dans les pièces les plus visibles de la maison, le salon et la cuisine. J'ai laissé les rideaux ouverts, permettant à quiconque passant en voiture de voir les piles de cartons et les signes d'un ménage en train d'être démantelé. C'était comme construire un décor pour une pièce de théâtre, le dernier acte étant prévu pour vendredi après-midi. Mes parents, bien sûr, n'ont pas pu résister à l'envie de vérifier. Ma mère a appelé mercredi matin, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. J'appelle juste pour voir comment tu gères l'emballage, ma chère. As-tu besoin d'aide? Je sais que cela doit être si difficile pour toi. La condescendance était si épaisse que j'aurais pu la couper avec un couteau. Je gère, dis-je, gardant ma voix plate et abattue. C'est beaucoup à faire. Eh bien, concentre-toi juste sur tes affaires personnelles, dit-elle joyeusement. Ne t'inquiète pas pour les meubles. Les décorateurs s'en occuperont une fois que tu seras parti. L'agent veut que la maison soit sur le marché d'ici lundi. Des décorateurs, l'agent, ils étaient si loin dans leur propre tête, dépensant déjà l'argent de la vente. L'arrogance était à couper le souffle. Elle alimentait le feu froid dans mon ventre. Mon père envoya un texto jeudi soir, juste un rappel, 15 heures demain. Veuillez être prête à remettre les clés et à quitter la propriété sans tarder. Gardons cela civil. Civil, comme si orchestrer une saisie frauduleuse de l'héritage de sa fille en deuil était un acte civil. Chaque communication de leur part était une autre preuve, un autre témoignage de leur caractère que je rangeais dans mon esprit. J'ai passé le temps non seulement à faire mes cartons, mais aussi à me préparer émotionnellement. J'ai marché sur la plage, laissant le fracas rythmique des vagues apaiser mes nerfs à vif. Je me suis assise dans le fauteuil de Ben, regardant l'océan infini et lui ai parlé dans ma tête. Je lui ai dit ce qui se passait, et je lui ai promis que je ne faillirais pas. Je protégerai son héritage. Je protégerai ma maison. Cette maison était plus qu'un simple bien. C'était un témoignage d'une vie bien vécue. Ben y avait mis son âme. Il avait accueilli d'innombrables amis, organisé des fêtes d'été et passé des hivers tranquilles à lire près du feu. C'était un lieu de chaleur, de générosité et de paix. Mes parents n'y voyaient rien de plus qu'une liasse de billets. Ils voulaient la dépouiller de son âme, la vendre au plus offrant et passer à autre chose. L'idée qu'ils réussissent était insupportable. Vendredi matin, la scène était prête. Des cartons étaient soigneusement empilés. Quelques valises reposaient près de la porte d'entrée. La maison avait l'air triste, comme si elle aussi pleurait ce prétendu départ. J'ai ressenti un pincement de culpabilité pour la tromperie, pour avoir rendu cet endroit heureux si désolé, mais je savais que c'était nécessaire. À 14h04, j'ai vu une voiture s'engager dans la longue allée. C'était mon avocate puissante. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable.
Elle tenait sous son bras un beau porte-documents en cuir. « Bonjour, Ava, dit-elle, son expression calme et impénétrable. « Êtes-vous prête ?» J'ai hoché la tête, la bouche soudain sèche comme jamais. « Bien, dit-elle. N'oubliez pas, ne dites rien. Laissez-moi tout gérer dès que j'entre. Ils ont commis un crime grave et ils sont sur le point de le confesser devant plusieurs témoins. Restez en retrait et laissez le spectacle commencer. » Elle est entrée et nous nous sommes tenus dans le salon, entourés des cartons. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À précisément 15 heures, la voiture de mes parents est apparue, suivie d'une autre berline plus modeste. Mes parents sont sortis, radieux. Ma mère était vêtue d'une tenue chic et coûteuse, prête à jouer le rôle de la dame du manoir. Mon père avait son propre dossier, probablement rempli de comparables et de projections financières. Un couple bien habillé, vraisemblablement les acheteurs, est sorti de l'autre voiture, regardant la propriété avec des sourires enthousiastes. Mon cœur battait la chamade tandis qu'ils s'approchaient. C'était ça. Le compte à rebours était terminé. À travers la grande baille vitrée, j'ai vu ma mère apercevoir les cartons empilés. Un sourire suffisant et satisfait s'est étendu sur son visage. Elle s'est tournée vers les acheteurs et a dit quelque chose, gesticulant grandement vers la maison. Ils ont tous ri. Ils riaient à mes dépens, célébrant leur victoire sur mon pas de porte. Mademoiselle Reed a posé une main calme sur mon bras. Respire profondément, Ava. La justice est à la porte. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules et attendu le bruit de la clé dans la serrure. La clé que j'étais censé remettre. La confrontation n'était plus un événement futur. Elle était là. Elle était maintenant, et j'étais prête. La porte d'entrée s'est ouverte et mes parents sont entrés avec une fioriture, comme s'ils accueillaient des invités dans leur propre maison. Les yeux d'Elena ont balayé les cartons empilés, son sourire s'élargissant en voyant mon expression sombre. « Ah, bien. Tu es presque prête, dit-elle, sa voix assez forte pour que les acheteurs potentiels, un couple d'une quarantaine d'années, l'entendent. Ava, voici les Miller. Ils sont très intéressés par la propriété. Nous leur parlions justement de notre vision pour cet endroit. Les Miller me sourirent poliment, une pointe de gêne dans leurs yeux. Ils pensaient clairement qu'ils arrivaient dans une transaction immobilière familiale simple, bien que légèrement triste. Mon père, Robert, s'avança. Très professionnel. Nous aurons juste besoin des clés de votre part avant de commencer la visite officielle. Ava, l'agent nous rejoint ici dans une heure pour finaliser la mise en vente. Il tendit la main, dans l'attente. Je ne bougeais pas. Je regardais simplement au-delà de lui, vers le couloir où Mademoiselle Reed se tenait, juste hors de leur champ de vision initial. C'était le moment. L'air était épais de tension, de la certitude arrogante de mes parents et de ma propre anticipation silencieuse et tremblante. Comme sur commande, Mademoiselle Evelyn Reed s'avança de l'ombre du couloir dans le salon baigné de soleil. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse et délibérée qui capta immédiatement l'attention. Dans son tailleur impeccable, tenant son porte-documents en cuir, elle était une présence inattendue et choquante dans leur scène parfaitement orchestrée. Mes parents se figèrent. Leurs sourires disparurent, et la couleur commença à s'échapper des joues de mon père. « Qui êtes-vous » demanda Robert, sa voix perdant soudain son assurance confiante. Mademoiselle Reed ne le regarda pas. Elle regarda les Miller, leur offrant un petit sourire professionnel. « Mes excuses pour l'intrusion. Je m'appelle Evelyn Reed. Avant que vous n'alliez plus loin, je considère qu'il est de mon devoir légal et éthique de vous informer que cette propriété n'est pas à vendre. » Les Miller échangèrent un regard interloqué. Mon père fit un pas en avant, balbutiant. « De quoi parlez-vous ? Bien sûr qu'elle est à vendre. Nous sommes les propriétaires. C'est juste ma fille, l'ancienne résidente. » Mademoiselle Reed tourna enfin son regard froid et scrutateur vers lui. « Est-ce exact ? Alors vous devez être Robert et Alina Thompson. Je suis l'avocate du propriétaire de cette propriété. Nous sommes les propriétaires, claqua Alina, sa voix aiguë et stridente. Elle avait retrouvé un brin de son calme, alimenté par l'indignation. Nous avons l'acte. Il a été légalement transféré. Ah, oui, l'acte, dit Mademoiselle Reed, sa voix dangereusement calme. Elle ouvrit son porte-documents et en sortit un document. J'ai ici une copie de l'acte que vous avez déposé.
Celui qui transfère la propriété d'Ava Thompson à vous? Est-ce le document auquel vous faites référence? Mon père bombait le torse. C'est ça. Tout est parfaitement légal. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. J'ai bien peur que non, dit mademoiselle Reed, le coupant net. Vous voyez, l'acte que vous avez déposé est un document frauduleux. Il est sans valeur. Un silence choqué remplit la pièce. Les Miller avaient l'air de vouloir que le sol les engloutisse. C'est un mensonge, balbutia Alina. Vraiment, continua mademoiselle Reed, sa voix aussi tranchante et froide que la glace. Le problème avec votre acte frauduleux est une question de timing et de précédent légal. Au moment où vous avez déposé ce document tentant de transférer la propriété d'Ava Thompson n'était plus la propriétaire légale de la propriété. Elle sortit un deuxième document de son porte-document. Ceci, annonça-t-elle à la pièce, est une copie certifiée de l'acte de transfert déposé et enregistré il y a 3 semaines, transférant le titre de cette propriété à la fiducie Ava Thompson, une entité juridique irrévocable. La fiducie est le propriétaire. Ma cliente Ava est l'unique fiduciaire. Par conséquent, vous avez déposé un document pour prendre la propriété à quelqu'un qui ne la possédait pas. Aux yeux de la loi, c'est un acte criminel. Mon père est devenu pâle, d'une pâleur mortelle. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma mère fixait le document dans la main de mademoiselle Reed, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson hors de l'eau. Mademoiselle Reed n'avait pas fini. Elle reporta son attention sur les Miller terrifiés. Je vous conseille vivement de cesser toute relation d'affaires avec ces deux individus. Ils ont tenté de vous vendre une propriété qu'ils ne possèdent pas, ce qui constitue une fraude. Vous avez été amené ici sous de faux prétextes. Le mari, Monsieur Miller, hocha la tête rapidement, saisissant le bras de sa femme. Nous sommes désolés. Nous n'avions aucune idée. Nous partons. Ils ont pratiquement fui la maison, se précipitant vers leur voiture comme s'ils échappaient à un bâtiment en feu. Maintenant, nous n'étions plus que nous 4. Les conquérants suffisants et leurs victimes silencieuses, et la femme qui venait de démanteler leur monde entier avec 2 morceaux de papier. Vous nous avez dupés, murmura ma mère, sa voix tremblante de rage. Elle me regardait maintenant, la haine pure dans les yeux. Petite vipère. Vous avez essayé de voler ma maison, répondis-je, ma propre voix retrouvant enfin sa force. Vous avez essayé de voler le dernier cadeau de mon oncle. Je l'ai juste protégé. Mademoiselle Reed referma son porte-document d'un bruit qui résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Le crime que vous avez commis s'appelle transfert frauduleux, et il est passible de sanctions sévères, y compris d'importantes amendes et une éventuelle peine de prison. Vous avez sciemment déposé un document légal falsifié avec l'intention de priver le propriétaire légitime de son bien. Compte tenu de vos professions, conseiller financier et architecte d'intérieur, une condamnation pour crime signifierait la fin de vos carrières. Vous perdriez tout. Elle laissa cela planer dans l'air. Une menace si puissante qu'elle était presque une présence physique. Mes parents restèrent là, dépouillés de leur arrogance, leur stratagème dévoilé et brisé autour d'eux. Ils n'étaient plus de puissantes figures d'autorité. Ils n'étaient que 2 personnes cupides et stupides qui avaient été prises. Le tigre de papier avait été révélé, et tout ce qui restait était la réalité pathétique et pleurnicharde. Les conséquences de la révélation furent un paysage de ruines. Le monde confiant de mes parents avait été rasé en moins de 5 minutes. Robert resta affalé contre le mur, le visage livide, l'air pluvieux de plusieurs décennies. Elina, après son bref éclair de haine envers moi, s'était effondrée dans un état de stupéfaction incrédule et de gémissement. La dynamique de pouvoir dans la pièce n'avait pas seulement changé. Elle avait été complètement inversée. Mademoiselle Reed, toujours aussi professionnelle, a tiré avantage de la situation. Elle n'était pas venue simplement pour les démasquer. Elle était venue pour y mettre fin définitivement. Elle a posé son porte-document sur la table basse et a sorti un dernier jeu de documents et un stylo. Vous avez 2 options, a-t-elle déclaré, sa voix dénuée de toute sympathie. Option 1, je sors de cette maison et je dépose immédiatement un rapport auprès du bureau du procureur. Je leur présenterai un acte frauduleux, cette chronologie des événements et une recommandation de poursuivre des accusations criminelles dans toute la mesure de la loi. Je vous assure, ils seront très intéressés. Elle a marqué une pause, laissant l'horreur de cela s'installer. J'ai vu mon père tressaillir visiblement.
Toute sa vie était bâtie sur une réputation de fiabilité financière. Une accusation criminelle, sans parler d'une condamnation, serait une peine de mort pour sa carrière. Option 2, continua mademoiselle Reed, faisant glisser les papiers et le stylo sur la table. C'est que vous signez ceci. Mon père regarda le document avec des yeux remplis d'effroi. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il, sa voix un murmure étouffé. C'est un accord légalement contraignant, expliqua-t-elle. Par celui-ci, vous admettez que votre revendication sur cette propriété était basée sur de faux prétextes et nuls et non avenus. Vous renoncez à toutes les revendications futures, réelles ou imaginaires, sur cette propriété ou tout autre actif appartenant à ma cliente, Ava Thompson, ou à sa fiducie. De plus, vous acceptez une ordonnance d'interdiction permanente. Vous ne contacterez Ava en aucune manière. Pas d'appel, pas de texto, pas de courriel, pas de communication par un tiers, et vous ne vous approcherez plus jamais à moins de 500 mètres d'elle ou de cette propriété. Ses yeux étaient comme des éclats de granit. Vous signerez ceci, vous sortirez par cette porte, et vous disparaîtrez de la vie d'Ava pour toujours. En échange de votre conformité complète et totale, nous n'engagerons pas de poursuite pénale. C'est votre seule offre. Elle n'est pas négociable. Vous avez 5 minutes pour décider. Le choix n'était pas un choix du tout. C'était la ruine contre l'exil. Ma mère commença à sangloter doucement, un son pathétique, défait. Mon père, le conseiller financier, était clairement en train de faire une analyse coût-avantage rapide dans sa tête. D'un côté, sa fierté, de l'autre, tout son gagne-pain, sa réputation, sa liberté. Cela ne lui prit pas longtemps. Il s'avança en titubant et prit le stylo. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine signer son nom. Il poussa les papiers vers ma mère. Elina, signe. Elle leva les yeux, le visage ravagé par les larmes et le mascara. Elle me regarda, un regard désespéré, implorant dans ses yeux, comme si elle cherchait une lueur de la fille qu'elle pensait pouvoir contrôler. Je soutins son regard et ne ressentis rien. Le puits d'émotions que j'avais pour elle, amour, frustration, colère, blessure, s'était finalement asséché. Il ne restait rien qu'un vaste vide silencieux. Je ne lui donnai aucune réponse. J'attendis simplement. Avec un dernier sanglot tremblant, elle signa le document. Mademoiselle Reed a pris les papiers, a vérifié les signatures et les a soigneusement replacés dans son porte-documents. Mon travail ici est terminé, dit-elle. L'ordonnance d'éloignement sera déposée auprès du tribunal avant la fin de la journée. Une copie vous sera signifiée à votre domicile. Je vous suggère de partir avant que je ne le fasse. Elle se tourna vers moi et me fit un signe de tête ferme et rassurant. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, Ava. Et sur ce, elle sortit, me laissant seul avec les 2 personnes qui étaient maintenant des étrangers légalement contraints. Ils ne me regardèrent pas en partant. Ils rassemblèrent leur dignité brisée et sortirent par la porte en silence. Ils montèrent dans leur voiture, la même que celle avec laquelle ils étaient arrivés, si pleins de triomphe, et s'éloignèrent sur la longue allée pour la toute dernière fois. J'ai regardé jusqu'à ce que leur voiture ne soit plus qu'un point au loin, disparaissant de ma vie. Quand ils furent partis, je fermai la porte à clé et m'appuyai contre elle. Le silence de la maison se précipita pour combler le vide qu'ils avaient laissé. Les cartons empilés, accessoires d'une pièce qui avait atteint sa conclusion stupéfiante, semblaient se moquer de la quiétude. Lentement, méthodiquement, je commençai à déballer. Je remis les livres de Ben sur les étagères. Je replaçai la collection de verres de mer sur le rebord de la fenêtre. Je remis son fauteuil préféré à sa place légitime, face à l'océan. Avec chaque action, je ne déballais pas seulement des cartons. Je reprenais possession de ma maison, la purifiant de leur présence toxique. Ce soir-là, j'ai sorti une couverture sur la terrasse et j'ai regardé les étoiles apparaître, une vaste canopée scintillante au-dessus de la mer sombre et murmurante. La bataille était terminée. La victoire était la mienne, mais c'était une chose creuse et douloureuse. J'avais perdu mes parents. Mais la vérité était que je les avais perdus il y a longtemps. Je n'avais simplement pas voulu l'admettre. Mon oncle l'avait su. Il m'avait donné cette maison, ce magnifique cadeau, mais il m'avait aussi donné la force de me battre pour elle. Et en agissant ainsi, la liberté d'une relation qui m'aurait lentement détruite. Les échos de la confrontation s'estompèrent, remplacés par le doux bruit intemporel des vagues sur le rivage. Pour la première fois depuis des semaines,
je sentis un sentiment de paix m'envahir. C'était une paix tranquille, solitaire, mais c'était la mienne. C'était réel. Et dans ma maison près de la mer, j'étais enfin vraiment chez moi.